Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival du Bon Film, nouvelle émission tournée au Gaumont Les Fauvettes. Donc évidemment bienvenue aussi à tous nos nouveaux abonnés qui sont arrivés depuis la vidéo qu'on a fait sur Alien Covenant. Donc évidemment n'hésitez pas à réagir sur YouTube, Mixcloud, Facebook, Twitter, Sens Critique et également sur notre site festivaldubonfilm.com tout attaché. Donc pour cette émission nous aurons autour de la table Stéphanie. Hello. Tu nous viens de la Filmosaure. Oui. Voilà. Michael. Salut Alexis. Des Fiches du Cinéma. Tout à fait. Nous avons Johan. Enchanté. Tu nous viens de Furiosa. C'est bien ça. Puis Marc, Screenmania, Festival des bons films et carnet de découverte du lieutenant Schaeffer. Voilà, bonjour. Et puis moi-même, vous pouvez me retrouver à la fois sur Screenmania et CloneWeb. Et donc, au programme de cette nouvelle émission, c'est pas un film qui sort au cinéma pour le coup, on reviendra justement là-dessus. C'est Okja de Bong Joon-ho, qui sortira donc qui est sorti même le 28 mai 2017, pas au cinéma, donc sur Netflix, avec donc un débat qui portera effectivement sur le psychodrame qu'on a eu avec le bouleversement que est censé provoquer Netflix dans le monde du cinéma et notamment en France. Et donc nous continuerons ensuite avec notre rubrique hors compétition avec les coups de cœur ou coups de gueule de nos invités. Et ensuite, nous allons allumer tout de suite la télévision pour lancer le programme Netflix, donc Okja de Bong Joon-ho. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. Bong Joon-ho, donc réalisateur de Snowpiercer, The Host, grand réalisateur coréen que l'on connaît très bien maintenant, est parti du côté de chez Netflix, donc distributeur, créateur, producteur de séries télé et également donc de longs métrages et donc distributeur sur le monde entier à travers sa plateforme tout en ligne. Donc Okja, présenté en sélection officielle du Festival de Cannes, qu'est-ce que ça raconte, Marc, en quelques mots? Alors, Okja se passe dans un monde, même une sorte de futur proche, mais qui est plus ou moins l'actualité, où on suit une firme agroalimentaire qui est notamment représentée par Tilda Swinton, qui est sa patronne, qui met en place un événement à travers le monde à la suite de la découverte d'un super cochon quelque part en Amérique du Sud. Et après avoir élevé un certain nombre de super cochons, il décide d'envoyer tous les bébés dans 4 coins du monde, une douzaine, pour qu'ils soient tous élevés selon des coutumes, rites, habitudes différentes en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. Et au terme de 10 années, ils viendront sélectionner le meilleur cochon pour qu'il représente la marque, cette nouvelle ligne de super cochons. Et donc on suit l'aventure d'un de ces super cochons, donc Okja, en Corée du Sud, qui se lie d'amitié avec une petite fille qui habite avec son grand-père, et ils élèvent tous les deux le super cochon jusqu'au jour où la firme revient 10 ans plus tard réclamer entre guillemets son dû. Donc toi Stéphanie, donc on l'a vu à Cannes, ça on peut le dire, on l'a vu donc sur un grand écran, et donc quel est ton avis sur ce film? Écoute, c'était un de mes préférés à Cannes. C'est pas un film typique cannois. Il est d'ailleurs reparti bredouille. On peut imaginer pourquoi. Mais c'est un film généreux. C'est un film dynamique qui s'attaque à plusieurs choses. Notamment, c'est un film qui peut se targuer d'antispécisme. Le casting est super. On a Tilda Swinton en roue libre totale avec sa bande de méchants complètement absurde, Jake Gyllenhaal qui est dans un rôle assez inhabituel aussi, et puis la jeune fille aussi qui est très badass d'ailleurs, et qui est un personnage auquel on s'attache énormément. Donc voilà, c'est une belle histoire. On est un peu à mi-chemin entre la fable de Miyazaki et puis la grosse dystopie qui attaque. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de le voir sur grand écran, probablement sur le petit écran aussi. Donc voilà, je recommande ce film chaudement. Voilà. Toi, Michael, est-ce que c'est un grand film de cinéma pour toi? Pour moi aussi, effectivement, je souscris totalement à tes arguments, notamment la première partie qui cite beaucoup Miyazaki, où on sent l'influence du maître japonais. Et je pense qu'il y a aussi une efficacité très Spielbergienne dans la forme, de vouloir faire un film très accessible, très grand public, et en même temps de le teinter de plus en plus de la noirceur du monde. Et comme on suit une petite héroïne de 11 ans qui n'a jamais quitté sa petite campagne, justement, au milieu de la nature,
préservée, finalement, elle se retrouve confrontée au monde des adultes, au monde contemporain, capitaliste, incarné notamment, donc oui, par Tilda Swinton, qui s'appelle, son nom de famille est Mirando, comme le nom de la bande. Miranda. C'est Lucy Miranda. Mirando, je crois que c'est un Ah oui, O à la fin, Mirando, oui, ouais. qui Mirando. évoque En fait, une Corporation. voilà, Ouais, une c'est la grosse corporation. corporation qui existe. Et l'idée, effectivement, que eux, avec ce super cochon miraculeusement trouvé, ils vont peut-être résoudre tous les problèmes de nutrition dans le monde en fournissant ce qu'il y a de meilleur. C'est sans aucun respect pour la nature, en fait. C'est que juste, on a un produit entre les mains. C'est pas une créature vivante, c'est un produit. Et tout le film, effectivement, Bong Joon-ho s'efforce à pousser le spectateur à suivre cette petite gamine, justement, qui est super attachante, qui est super énergique et qui n'a pas de discours politique. Elle est vraiment sur je veux sauver mon meilleur ami, et mon meilleur ami, c'est un animal. Et il y a pas de problème à ça. D'accord. Toi, Johan, qui aime beaucoup le cinéma asiatique, comme on vient d'en parler, est-ce que tu retrouvais justement toutes ces influences là-dedans? Oui, ça va être un peu dur de rebondir après ce qui a été dit, parce que je pense qu'ils ont bien résumé le film, enfin moi aussi ce que j'avais trouvé en termes de qualité par rapport au film. Alors je vais juste rajouter 2-3 petites choses. Ce que j'ai aimé moi en fait, c'était que malgré l'aspect production internationale, parce que ce qui est donc sa deuxième production internationale après Snowpiercer, c'était la manière en fait dont Bong Joon-ho revisitait ses thèmes. Le film peut se voir comme une relecture de The Host, mais par rapport à la relation qu'a le monstre avec la petite fille, donc qui est Mija, mais sous un angle un peu plus positif, mais avec toujours cette idée de multinationale, de dérive scientifique, etc., notamment par rapport au complexe militaro-industriel. On va pas spoiler, mais il y a une révélation par rapport au passif du personnage de Tilda Swinton qui est important, et aussi par rapport à la manière dont ça entrait en écho par rapport à la jeunesse de Bong Joon-ho, puisqu'il faut savoir qu'il a une jeunesse assez chaotique, notamment avec les mouvements étudiants en Corée. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est pour rebondir sur l'aspect Spielbergien qui avait été évoqué, c'est que c'est un film, moi, comme vous, je l'avais vu à Cannes en projection presse. C'est vrai qu'il a un rythme quand même qui est assez particulier, au terme même de la mise en avant des idées, c'est-à-dire qu'il y a une scène de course-poursuite à Séoul qui est certes impressionnante, où il y a, on peut dire, 1000 idées à la seconde, mais c'est vrai que c'est un film qui peut peut-être désarçonner un peu le large public qui est peut-être plus habitué à ce style de rythme. C'est vrai que si on me demandait par rapport à une production Spielbergienne, c'est assez marrant, c'est assez curieux d'entendre ça, c'est que ça m'a rappelé pas mal en termes de rythme ce qu'il y avait comme dans l'aventure intérieure notamment. C'est-à-dire une succession d'idées complètement folles à la seconde et qui passe sous un prisme en fait de entertainment en fait. Et d'ailleurs, si je devais le rapprocher d'autres films récents, c'est assez curieux encore une fois, c'est que je rapprocherais bizarrement de 2 films qui ont été d'énormes flops il y a 2 ans, qui sont Jupiter Ascending et À la poursuite de demain de Brad Bird. Après, effectivement, ce qui peut peut-être désarçonner aussi les fans du cinéaste, c'est que c'est un film, faut le dire, malgré son aspect sombre, qui d'ailleurs est assez similaire à ce qu'avait fait George Miller, je pense, sur Babe 2, Cochon dans la ville, et aussi à Terry Gilliam sur Brasil, qui était déjà une influence dans Snowpiercer, c'est que ça reste quand même un film familial, voire un film dit pour enfants, en fait. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de voir ça à l'heure actuelle par rapport aux manières dont est géré le système des grosses productions, etc. Et dernière chose, c'est que on peut dire que Bong Joon-ho, la liberté artistique, il l'a eu avec Netflix, ça se sent, voilà. Après, est-ce que ça va continuer ou pas, ça c'est un autre débat. Ouais. Toi, Marc, parmi nous, t'es celui qui a le plus de réserve quand même. Oui, t'as bien aimé le film, mais... J'ai quand même bien aimé. Pour dire ce qui m'a intéressé déjà, c'est que du coup tu parlais du parallèle avec The Host, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien aussi, et niveau conte pour enfants, c'est que Okja fait un peu pendant pour enfants, du coup pendant pour enfants de Snowpiercer, où c'est une prolongation de la réflexion sur le système moderne, sur la consommation, sur la surconsommation, même la survie, enfin plein de choses. L'horrible aussi, c'est un truc qu'on trouve un peu dans les 2 films. Il y a dans Snowpiercer et dans Okja, il y a 2 chapitres, on va dire, consacrés un peu à l'horrible, à l'inhumain, ou à, je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est assez intéressant. Et voilà, dans ce sens-là, ça m'intéresse vachement parce qu'il poursuit quelque chose que je trouve très intéressant dans sa réflexion, où comment il est parti de polar super noir en Corée
comment il les a faussement ouverts vers un grand public international, notamment américain, mais pas que, tout en conservant ce qu'il fait, tout en restant, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il fait une production internationale, mais il arrive quand même à faire tout un chapitre qui se passe en Corée, qui est tourné en coréen. C'est assez rare à l'échelle des productions entre guillemets américaines, parce que d'habitude quand on va tourner aux États-Unis, on fait un film entièrement en anglais. On fait comme Paul Verhoeven ou comme j'ai plus d'autres exemples en tête évidemment. John Woo. Voilà, comme John Woo. Donc moi je trouve ça très intéressant qu'il ait réussi à conserver ça. Peut-être grâce à Netflix dans le cas d'Okja, grâce à la coproduction internationale, grâce dans Snowpiercer. Maintenant, ce qui m'ennuie un tout petit peu dans Okja, c'est que j'ai l'impression d'avoir affaire à un Bong Joon-ho qui est, alors je vais dire le mot qui fâche, mais qui est très mineur en fait, qui est un petit Bong Joon-ho. Au regard de sa cinématographie, au regard de ses thèmes, c'est intéressant, mais je trouve aussi on est un petit peu dans le commentaire. Moi, c'est ce qui m'ennuie. On est dans le commentaire des grands maîtres, on est dans le commentaire de sa propre filmographie, même cinématographiquement. Par exemple, je trouvais que c'est Darius Khondji qui a fait la photo. Je trouve que c'est de très très loin ce que Darius Khondji a fait de moins intéressant en photographie. C'est propre, ça fait le boulot, etc. Mais alors on y reviendra après sur le débat des films Netflix, est-ce qu'ils ont leur place en salle, machin truc. Mais par exemple, j'ai pas trouvé un formalisme passionnant dans ce film-là, contrairement à tous les autres Bong Joon-ho, genre même The Host que j'aime pas trop. C'est un film qui arrive à entièrement me convaincre du point de vue de la mise en scène, etc. C'était de toute façon ce qui m'avait accroché chez Bong Joon-ho au départ. Et ici, voilà, je suis assez dubitatif sur ce ton le ton de cinéma en fait, pas le ton du récit, le ton de cinéma qui prend pendant le film, qui m'a un peu laissé sur le bas-côté à me dire oui, bon, c'est bien, c'est proprement tourné, mais je sais, tu vois, par exemple, la poursuite avec, il y a pas mal d'idées de mise en scène, je suis pas forcément convaincu en fait. Toute la poursuite m'a ennuyé. Je la trouvais visuellement peu convaincante. Dans le rythme, j'étais pas sûr. Puis surtout, elle ramait. Enfin, elle peinait à apporter des trucs dans le récit. Elle ramait. Et puis, ça reste pas très beau. Enfin, ça reste un cochon en image de synthèse qui court, qui casse tout dans un décor. Ça reste pas très beau quand même. Et j'étais assez embêté par ça en fait, à avoir cette forme de recul dans le film, alors que finalement tout ce qui marche le mieux, c'est les scènes les plus simples entre le cochon et la petite fille, ou la petite fille et le grand-père. C'est là où il y a 2-3 scènes de discussion entre la petite fille et le grand-père, notamment quand la petite fille décide de partir pour aller retrouver son cochon. T'as une très belle scène de confrontation avec le grand-père qui est juste une scène dans une chambre avec 3 axes de caméra, ça s'arrête là. Voilà, là pour moi c'est là où Bong Joon-ho est le meilleur, c'est quand il fait ce genre de choses là. Après, par rapport à, justement, est-ce que c'est vraiment un Bong Joon-ho mineur, parce qu'il partage quand même pas mal de thèmes dessus. Il y a aussi toute la question un petit peu de la lutte des classes, où on a justement ceux qui sont en haut dans les bureaux, qui décident dans la société Mirando, qui regardent de haut justement le bas peuple, et justement cette petite paysanne qui arrive de nulle part et qui tout d'un coup se retrouve dans la grande ville. C'est évident que dans le film, ce que Bong Joon-ho montre, c'est que dès le départ, les super cochons qui sont placés dans différents pays pour qu'ils soient élevés selon les traditions agricoles, c'est un coup de pub, c'est un coup de communication. Il s'en moque complètement. Et il essaye de montrer, je pense, le cinéaste, que on peut s'attacher à des animaux. Effectivement, cette petite fille s'attache à un animal. Elle le voit pas comme juste un produit, comme un objet qui est placé là, et comme juste un coup de pub. Voilà, c'est ça. On va dire ça. C'est un coup de pub. Okja, comme les autres super cochons, c'est un coup de pub. Et donc on a mis une étiquette, on l'a nommé comme ça, c'est réglé. Et puis on verra dans 10 ans, parce que voilà, on monte un événement avec quand même des références à la télé-réalité, justement, avec le personnage de Gyllenhaal, qui, quand même, pour sa défense, a droit à une scène tragique très dérangeante, je trouve. Et donc, je pense que Bong Joon-ho arrive à rattraper quelque chose. On en fait un bouffon pour ensuite montrer, et non seulement il n'est pas heureux, mais en plus, il fait des choses qui l'insupportent, et il les fait quand même. Yohan ? Moi, ce que je voulais rajouter, c'était aussi qu'il y avait une différence quand même avec Snowpiercer, parce qu'effectivement Snowpiercer c'était une relecture de la lutte des classes, mais aussi du parcours du héros, à travers le personnage de Chris Evans. Et là il y a une espèce de commentaire de la part de Bong Joon-ho dans Okja qui est sur le conditionnement des individus, c'est-à-dire qu'à la fois la Miranda Corporation cherche à récupérer le personnage de Mija pour en faire sa mascotte un peu, sa mascotte pour Okja, et aussi les terroristes écologistes, même s'ils sont un peu moins caricaturés que les personnages de Miranda Corporation, ça reste quand même des gens qui veulent s'accaparer le personnage de Mija pour en faire ce qu'ils veulent en fait. Et je trouvais qu'il y avait une scène qui moi m'avait beaucoup interpellé, c'est la fameuse scène, alors,
désolé pour spoiler, la fameuse scène dans la scène de la parade où justement en fait il y a un personnage de Tilda Swinton qui en fait veut faire du personnage de Mija une caricature de l'Asie pour occidentaux en fait. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant de la part du cinéaste. C'est un peu comme s'il avait conscience des clichés dans lesquels son cinéma ou même les occidentaux enferment le cinéma asiatique, voire même les asiatiques tout court, et la manière dont ils sont perçus de manière commerciale par les occidentaux. Ça, j'avais trouvé ça de manière vraiment assez couillue, parce qu'en plus, il fait passer ça de manière assez subtile, c'est-à-dire que c'est juste à travers un déguisement que lui met justement le personnage de Tilda Swinton, la petite fille. Et l'autre point que je voulais aborder par rapport à ça, c'était justement dans tout ce qui était la partie finale, qui est à la fois peut-être vu comme un piège, mais en fait c'est un faux piège quand on comprend en fait comment ils en sont venus à aller récupérer Okja. Ce que j'avais trouvé ça intéressant, c'est que justement à travers des personnages qui sont animaux, il arrive à faire passer plutôt un commentaire sur l'humanité en général qui est assez désespérant en fait. Ça, j'avais trouvé ça plutôt vraiment bien foutu. Oui, je pensais depuis tout à l'heure qu'on disait que c'était un Bong Joon-ho mineur. Je suis pas vraiment d'accord. En termes de mise en scène, c'est sûr qu'il y a une certaine, il y a rien de vraiment nouveau et il y a une certaine simplicité, voire il y a une naïveté en fait dans le récit et la mise en scène qui sont intéressants, qui collent au récit, je trouve. Et je trouve pas qu'il soit mineur du fait de ses thèmes, et c'est vrai que tu disais que c'était pas l'histoire mais le cinéma, mais moi en termes d'histoire je trouve qu'il est vraiment important parce qu'on a rarement des films qui s'attaquent aussi frontalement en fait non seulement aux multinationales mais aussi à la cause animalière, à tout ce qui va être abattoir, etc. Et il y a un vrai propos là-dessus qui n'est pas déguisé du tout. On peut dire qu'il est un peu pâteau, qu'il est un peu lourd, mais je trouve que c'est un mérite pour ce film. Il fait vraiment réfléchir. Voilà, il dénonce de manière crue ce qui se passe vraiment. Et pour moi, ça c'est un film qui est important, qui a sa place, il peut se targuer d'être assez particulier de ce niveau-là. On parlait justement tout à l'heure, c'est qu'à Cannes, est-ce qu'il avait justement sa place en sélection, parce que tu disais qu'il était reparti sans rien. Est-ce que c'est son côté un petit peu trop film populaire qui l'a un petit peu handicapé, ou le fait qu'il soit sponsorisé par Netflix Alors, pour ma part, je pense qu'il y a des deux. Le fait qu'il soit sponsorisé par Netflix, bon, je suis pas dans le jury, donc je sais pas ce qui s'est passé et je sais pas si c'est vraiment la raison. Je sais que Monsieur Almodovar s'était prononcé contre ça à la base, même s'il a nuancé ses propos par la suite. Il a dit qu'il ne se verrait pas donner une palme à un film qui était proposé par Netflix. Donc je ne sais pas si c'est la raison, mais personnellement, je sais pas si j'avais été dans le jury, je ne sais pas si j'aurais récompensé ce film dans le cadre du Festival de Cannes, parce que qu'on soit d'accord ou non, il y a des films cannois, il y a des films pas cannois, et je pense que ce film n'est pas forcément le type de film qu'on voit récompensé à Cannes, en fait. C'est ce que je disais à un ami, en fait, c'est plus le film qu'on aurait vu étant môme un samedi après-midi en allant le louer au vidéoclub entre Babe et L'Aventure intérieure, en fait, parce que c'est typiquement le genre de film qu'on aurait vu étant môme dans les années 80-90 en fait. C'est typiquement un film familial justement. Et après, est-ce qu'il avait sa place à Cannes? Moi, ça m'a un peu dépassé honnêtement le débat de savoir s'il était à Cannes ou pas. Pour moi, le film est à sa place tel qu'il est. C'est-à-dire que si ils ont voulu le mettre en compétition, c'est très bien. S'ils n'avaient pas voulu le mettre, tant pis. Après, c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ce qui a fait que justement, il n'a rien eu, c'est effectivement, comme tu dis, c'est un film Netflix, et effectivement aussi parce que c'est un film ouvertement populaire en fait. Donc je pense que ça, malheureusement, même moi quand je suis arrivé le matin, je suis sorti de la projection avec mes amis, et on s'est tous dit, c'est un film fait pour la famille tout, mais c'est clair qu'il ne va rien avoir à Cannes. C'était quasiment obligé, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec ça, mais Non, connaissant le festival et connaissant ses usages, c'est vrai qu'on le savait en sortant qu'il n'aurait rien. Ouais, connaissant justement en plus la pression que peut se mettre le jury lui-même en se disant non, il faut pas récompenser ce film-là, il marchera sans avoir un prix, il est effectivement à vocation populaire, il est accessible, allons sur quelque chose de plus autorisant. Je pense que le film avait sa place à Cannes, simplement parce que c'est un bon film. Il faut qu'il y ait des bons films à Cannes, c'est eux qui ont leur place et pas les mauvais films d'auteurs reconnus ou autres. Après, oui, moi je m'explique comme ça, effectivement, l'absence au palmarès. Au-delà du débat sur Netflix, puisque Will Smith était tout de suite monté au créneau, sachant que son prochain film est produit par Netflix, donc il défend effectivement son petit business et il a raison. Je pense simplement qu'ils se sont entendus sur le film n'en a pas besoin, peut-être, simplement, même un prix de la mise en scène ou un prix du scénario, pas besoin.
Marc? Oui, non, mais puis après, je suis pas forcément d'accord sur le entre guillemets le rejet du populaire à Cannes, parce que ça fait quand même quelques années, et notamment depuis que Thierry Frémaux s'occupe de la sélection, qu'il y a une réintégration du cinéma populaire et grand public dans la sélection officielle. On l'a vu quand il y avait eu Sicario, on l'a vu quand l'année dernière, je sais pas ce qu'il y avait dans le genre, je me rappelle plus, mais voilà, cette année, il y avait encore un exemple d'une certaine manière, parce que d'un côté, il y avait Okja, de l'autre côté, il y avait le film de Noah Baumbach, The Meyerowitz Stories, qui, oui, ça reste quand même super populaire. Et je pense pas qu'il y ait de rejet, surtout avec le jury qu'il y avait. Genre, ça reste un jury super populaire. On met Jessica Chastain, etc. C'est une actrice populaire. On n'est pas vraiment dans un jury élitiste, ou même à Pedro Almodovar. Après, je pense qu'il faut pas non plus se voiler la face sur le fait que il a pas eu de prix, mais en face, il y a de la concurrence aussi. Et si moi j'étais dans le jury, mais on n'y est pas. On est dans le jury du Festival des bons films, donc c'est pas mal aussi. C'est déjà un ça. autre genre. Mais si moi j'étais dans le jury, tu vois, je raisonne pas, par exemple, si je dois donner un prix, je raisonne pas en film cannois ou film pas cannois. C'est-à-dire que si par exemple vraiment j'avais adoré Okja, etc., je vais pas me dire à un moment, ah ouais, c'est pas un film cannois, parce que le film cannois ça va être plutôt Haneke ou je sais pas. Et à nouveau, tu l'as dit, on n'est pas dans la tête des jurys, on n'est pas dans le jury, etc. Je sais pas dans quelle mesure les jurys le pensent. Alors, il y a la pression, en effet, parce qu'ils ont le problème, c'est que d'emblée, il y a eu les débats, d'emblée, Almodovar s'est senti obligé de faire une réflexion dessus, ce que je trouve un peu con de sa part. Et c'est dommage, parce que j'aime beaucoup Almodovar. Le problème, c'est que est-ce que le film a les épaules pour supporter une Palme d'Or? C'est un gros poids aussi, une Palme d'Or. De l'autre côté, prix de la mise en scène, je sais pas trop, on est d'accord que c'est pas forcément le meilleur prix de la mise en scène. Et puis il y avait une belle compétition là-dessus aussi. Voilà, il y avait de la concurrence, pardon. Il y avait de la concurrence. Donc voilà, tiens, on parlait de films populaires, d'action, etc. Il y avait en sélection officielle, il y avait par exemple Jupiter Ascending, le film de... Non, de c'est Jupiter's Moon. Il y a Jupiter's Moon, pardon, le film de super-héros d'action hongrois qui était plus imparfait aussi. Après, l'avantage, c'est que être en sélection, ça a généré le débat qu'on a aujourd'hui, qu'on va avoir et qui va se poursuivre dans les semaines à venir, et qui va se répercuter sur d'autres films. C'est aussi ça qui est intéressant. Je pense que Thierry Frémaux l'a fait d'une certaine manière très, très sciemment. Il est pas fou. Quand il a reçu le film et qu'il l'a visionné et qu'il s'est dit bim, sélection officielle, évidemment, je pense qu'il savait ce qui se passerait derrière. Donc pour moi, oui, même si je suis pas convaincu, même si je l'ai trollé un peu partout, en plus j'ai bien aimé, hein, faut pas se mentir, j'ai quand même bien aimé. Oui, il a sa place en sélection officielle, et je pense que c'est aussi important qu'il y ait cette diversité dans la sélection qui puisse mettre en avant les thèmes que tu disais qui sont importants sur le spécisme ou sur la lutte des classes. La lutte des classes ou moins la lutte des classes. Il y a un peu de ça, mais pour moi, c'est c'est plutôt moins le conditionnement des individus par la société. Voilà, le conditionnement, ouais. Et puis c'est intéressant que Bong Joon-ho le fasse dans le cadre d'un film pour enfants. Le cadre d'un film pour enfants, le cadre politique sud-coréen qu'on connaît actuellement, avec les bouleversements qu'on connaît actuellement, puis le petit renouveau qui commence à y avoir dans le cinéma sud-coréen, qui commence à faire du surplace depuis quelques années. Donc voilà, là-dessus c'est pas plus mal qu'il soit en section. Après on dit film pour enfants, mais il y a quand même des scènes un peu traumatisantes, donc il faut pas y aller non plus avec les trop jeunes. Mais je veux dire, c'est vrai que effectivement, quand tu le vois, la première chose qu'on s'est tous dit en sortant, c'est que c'est un film malgré son aspect sombre et malgré la dureté de certains, on s'est dit c'est un film familial, quoi. C'est un film à hauteur. Déjà, le film est à hauteur d'enfant. Enfin, voilà, c'est ça. En tout cas, si vous avez eu la chance, enfin, si vous n'avez pas eu la chance de le voir en salle, et si vous avez celle d'avoir Netflix, voyez donc Okja de Bong Joon-ho, faites-vous votre propre avis, mais je pense que vous devrez plutôt aimer quand même. Donc Okja de Bong Joon-ho, sorti donc sur Netflix le 28 mai 2017. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one, the only. This is dedicated to the one I love. This is dedicated. Notre émission donc s'intitule Okja et le grand méchant Netflix. Donc Okja c'est le petit cochon et Netflix apparemment c'est le grand méchant loup de l'histoire, puisque ça a provoqué un vrai tollé cette sélection à Cannes, notamment auprès des distributeurs et des exploitants français. Il y a une véritable levée de bouclier. Donc pourquoi on a eu une telle hystérisation du débat, et encore à l'heure où le film sort
sur Netflix et a failli sortir dans les salles. Est-ce que tu peux déjà nous résumer un petit peu la situation, Michael, déjà par rapport à ce qui s'est passé au moment de Cannes? Alors, le déclencheur, c'est la sélection de ce film-là et, dans une moindre mesure, de celui de Noah Baumbach, donc The Meyerowitz Stories, en sélection officielle et d'autant plus en compétition. Les films de compétition peuvent avoir la palme. Les exploitants veulent pouvoir programmer la palme. Or, on est sur des films, enfin, dans le cas d'Okja surtout, entièrement financés par Netflix. Et donc, si Okja a la palme, a priori, il est sur Netflix, en exclusivité. Il ne sera pas dans les salles pendant 3-6 mois, pour la bonne et simple raison qu'en France, on a la chronologie des médias. Et donc, si le film sort en salle officiellement, avec une vraie exploitation salle de plusieurs mois, il ne peut être sur Netflix que 36 mois plus tard. Voilà. 3 ans. Pour la plateforme qui a payé pour que le film existe. On leur dit en gros, si vous sortez votre film en salle en France, c'est le gros paradoxe, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas l'exploiter pendant 3 ans sur votre plateforme. Donc c'est contre-productif. Donc Netflix ne va pas se plier à ça. Ce qu'on peut comprendre, ils ont mis l'argent sur la table, c'est la création de Bong Joon-ho, mais c'est leur création financière. Donc derrière, ils veulent pouvoir en profiter. Si effectivement il y a des retombées directes, ça génère des abonnements. Et ça, c'est un grand film de plus dans leur catalogue. C'est leur raisonnement. Les exploitants, eux, ils voient justement le gros problème. Ce film, il peut avoir la Palme d'Or. Il est éligible à la Palme d'Or. On doit râler parce que s'il a la palme, ça nous fait des entrées en moins. Un film qui a le tampon Palme d'Or, il amène du public et donc ça va nous empêcher. En gros, ça nous empêche de vivre. Donc il monte au créneau. Et de fil en aiguille, je vais essayer de la faire courte, effectivement. Le conseil d'administration de Cannes est obligé de prendre une décision sur les futurs cas de ce type. Effectivement, pourquoi pas l'an prochain ou dans 2 ans, le Martin Scorsese financé à plus de 100 millions de dollars par Netflix, et donc décide de bloquer les films qui n'auront pas de sortie salle en France de la compétition. Voilà. Et là, a priori, tout le monde devrait être content. Et maintenant, on arrive à la question de la sortie temporaire. Parce qu'effectivement, Netflix était en relation avec The Jokers, Emmanuel Chi, justement, grand fan de Bong Joon-ho, qui voulait au moins organiser une sortie temporaire, c'est-à-dire sur une semaine, 5 séances du film. Ce qui est déjà pas mal, ça permet au public et aux fans de voir le film sur grand écran. Et là encore, le CNC, visiblement, n'a pas envie d'accorder un visa temporaire, etc. Donc, reste une solution, des séances privatisées. C'est-à-dire que la salle est louée par Netflix, et du coup, les gens peuvent prendre une place gratuite. Il n'y a pas de problème de billetterie CNC et de part distributeurs, exploitants, etc. Et finalement, même ça ne marche pas. Voilà. Pourquoi justement elles ont été décommandées notamment au dernier moment à peu près, genre 24 heures avant. Donc il y avait un ensemble de salles qui avait annoncé donc une séance. Donc il y avait notamment le Forum des images, il y avait le Max Linder Panorama. En province, je sais pas par contre s'il y en avait d'autres. En province, Bordeaux et Nantes, je crois. Voilà. C'est parce que c'était organisé par Sofilm. Ah oui, voilà, il y avait c'était à l'occasion du Sofilm Summer Camp qui aura lieu là d'ici une poignée de jours. Et donc il y a la SFCN, la FNCF, la Fédération nationale des cinémas français. La SNCF, qui a mis son petit grain de sel dedans. Donc on a eu vent qu'il y aurait eu donc certaines pressions auprès des exploitants pour ne pas diffuser ça. Juste déjà, ce qui est très drôle, enfin non, c'est pas drôle d'ailleurs, mais juste déjà en regardant sur Twitter, on voit tous les gens, les exploitants ou les distributeurs qui s'envoient des scuds, etc. Il y a quelques jours, enfin non, hier même, j'ai vu il y a un exploitant d'un cinéma à Sarlat qui était en train d'hurler sur ceux qui, sur le Max Linder et sur le Forum des images, en mode honte sur vous, appel au boycott, etc. etc. Après, je suis allé regarder la programmation de son cinéma et programmer Wonder Woman et je sais plus quoi. Bon, je fais ok, génial. et donc voilà. Donc du coup, il y a ce syndicat du coup d'exploitants qui fait barrage là-dessus. En fait, ça met un point mort parce que c'est-à-dire que même entre guillemets des grandes institutions comme le Forum des images, c'est quand même c'est une institution à l'échelle de la ville. Eux, je crois qu'ils ont plaidé la raison technique. C'est vraiment une raison technique, visiblement. C'est vraiment une raison technique. Si le programmait, ça pouvait influer sur sur la programmation suivante. Donc, il y avait vraiment une justification. Mais après, s'ils avaient pu maintenir, peut-être qu'ils auraient eu les mêmes problèmes que d'autres salles. Et donc voilà. Et donc je sais pas si on en parlera, mais tout ça s'inscrit dans un autre problème qui est le
ces séances événementielles dans lesquelles on peut trouver des solutions, mais on se rend compte qu'elles sont très faibles. On l'a vu pour Voyage of Time. Bon, on n'en parlera pas forcément, mais Voyage of Time, c'est un mode de distribution qui m'avait beaucoup gêné parce que les séances uniques, pour moi, c'est pas une manière de faire vivre un film, ou les séances ponctuelles, c'est vraiment des solutions in extremis, et des trucs comme ça ne devrait pas arriver. On s'en rend bien compte du coup parce qu'il suffit que les cinémas aient des programmes une seule fois, ils ne repassent plus jamais, c'est bon, c'est fini, on les verra pas. Et du coup, donc on se retrouve avec un truc du coup complètement clivé entre les gens qui l'ont vu en salle et quelques chanceux qui l'ont vu en salle au Festival de Cannes, ou ceux qui le verront au SoFilm Summer Camp si la projection est maintenue. Alors là, c'est différent. Eux, normalement, il n'y a pas de raison qu'ils annulent. Je sais pas où se déroule la projection. C'est en plein air. Je crois que c'est en plein air, non ? Je crois. C'est en plein air, je crois. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Okja, le Festival Lumière fait une rétrospective sur Tilda Swinton en octobre prochain. Et parmi le clip qu'ils ont diffusé, il y avait des extraits d'Okja. Alors je sais pas si ça veut dire que le film sera projeté de nouveau sur grand écran. J'y crois pas trop, mais la question est posée, quoi. Bah bon, après, à l'Institut Lumière, il y a l'avantage d'avoir Thierry Frémaux qui C'est peut ça, faire, c'est exactement ça. puisque c'est lui qui l'a amené dans la sélection finalement. Donc bon voilà. Mais donc voilà, le problème c'est que comme il y a des ficelles qui sont tirées en amont, c'est assez difficile d'avancer. Et on disait chacun fait la sourde oreille, alors que techniquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on soit pour ou contre Netflix. Netflix fait reposer des questions. T'en parlais sur la chronologie des médias, qui est un truc qui a absolument besoin d'être changé. Je veux dire, c'est la chronologie des médias. Dans le principe, oui, c'est fantastique parce que ça a permis de réguler le flux des films à l'avènement de la télé, puis ensuite au début d'Internet. Mais maintenant qu'on commence à avoir des grosses offres VOD, maintenant qu'il y a Netflix, maintenant qu'il y a Mubi, maintenant qu'il y a 21 000 plateformes de VOD. Maintenant qu'il y a même, dans une moindre mesure, Amazon qui se met à faire des films. Bon là, ils n'ont pas vraiment de réseau de diffusion. Amazon, mais eux, ils ont un accord avec les distributeurs. Eux, ils ont un accord avec les distributeurs, voilà. parce que déjà, ils produisent pas intégralement les films. Amazon, à ma connaissance, il n'y a pas eu de film intégralement produit par Amazon. Non, ils font appel toujours à des producteurs extérieurs, mais parfois ils sont totalement propriétaires des droits, il me semble. Il y a déjà eu au moins un ou deux cas de films où ils étaient vraiment propriétaires, mais où ils les cédaient pour certains pays, mais toujours uniquement les droits salles. Voilà, mais après, de toute façon, ils ont pas vraiment, ils ont une plateforme de diffusion Amazon, mais elle a pas le réseau Netflix. Alors ça, on pourra en reparler après, mais je pense qu'il faut se méfier parce que la plateforme en France paraît petite. Ouais. Aux États-Unis, le catalogue est très développé. Ils sont clairement en concurrence avec Netflix, et je pense qu'ils ont des ambitions effectivement identiques à celles de Netflix. Donc il faut voir si dans 5 ans ils n'ont pas complètement changé de politique, et les films qu'ils produisent, ils les gardent directement pour leur plateforme. Ça peut être aussi... Ouais, alors il y avait une interview de Reed Hastings, donc qui est patron de Netflix, et donc il disait que en tout cas en France, la chronologie des médias est plus une nuisance pour nos abonnés que pour nous. Mais après, là justement, cette chronologie des médias, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais elle protège un petit peu tout le monde dans la distribution des vidéos. C'est aussi bien les distributeurs vidéo, cinéma, les exploitants, les chaînes de télévision. Ça protège un petit peu tout le monde. Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison justement de gueuler à ce moment-là pour protéger un petit peu chacun leur petit château justement? Alors moi j'étais pas là, c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 80 me semble-t-il que ça a été mis en place, puis il y a eu plusieurs étapes, en 93 je crois que ça a été définitif, voilà. Donc moi je suis née avec, je l'ai toujours vécu, et en tant que personne qui a toujours vécu avec, je trouve que cette chronologie, peut-être qu'elle avait un sens à l'époque, et peut-être qu'elle a encore un sens, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut l'adapter. La chronologie est bien trop lente en fait, à mon sens. Il y a des films qui sortent sur un nombre réduit de copies et qui aimeraient bien rebondir plus rapidement, qui sont contraints d'attendre pendant des mois pour voir le sortir en vidéo et encore après en télé, etc. Donc ça en protège certains, mais peut-être pas tout le monde. Du point de vue du spectateur aussi, la chronologie des médias est pour certains peut-être un non-sens aussi. Et on le sait, ce qui va primer au final, c'est probablement l'usage. Ici, on parle d'usage, de spectateurs qui cherchent de plus en plus de la VOD dans le cadre d'une offre légale. S'ils le faisaient pas avant, ou si, on va pas partir sur le piratage, etc. Mais je pense vraiment que l'offre légale peut aider ça. Et il y a de plus en plus de gens qui sont sur Netflix. Là, on a une explosion totale du nombre d'abonnés, et en France aussi.
Et je pense que c'est vraiment l'usage qui gagne en fin de compte. Donc, on a des gens qui s'accrochent un peu à leurs prérogatives, etc. Et ils ont probablement raison. Moi, je comprends. Voilà, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ça a été le cas à chaque fois qu'il y a eu une innovation dans ce domaine-là. Et là, ils vont bien être obligés à un moment de s'adapter à ce que veut le spectateur, en fait. Donc, le spectateur, il va décider au final. Donc, ça paraît peut-être un peu égoïste. Peut-être ça paraît... peut-être que c'est du gâchis au final, j'en sais rien. Mais en tant que spectatrice qui a grandi avec tout ça, je pense vraiment que c'est l'usage du spectateur qui va finir par... faire changer en fait ce qui se passe autour. Ouais, parce que Netflix en France se targuait d'avoir déjà 1,5 million d'abonnés genre au bout de la première année. Maintenant, ils annoncent plus vraiment le chiffre. Alors est-ce que ça baissait, est-ce que ça augmentait? En tout cas, au niveau monde, ça a largement augmenté parce que je crois qu'ils sont à 100 millions d'abonnés monde déjà, c'est déjà énorme. Le gros chiffre important, c'est qu'ils ont Netflix, la plateforme Netflix a plus d'abonnés que toutes les chaînes câblées américaines maintenant. Voilà. Ils ont dépassé les 50 millions, je crois, et les chaînes câblées sont à 46 millions d'abonnés. On avait déjà fait d'ailleurs un débat justement sur la VOD, mais justement c'était très différent puisque la VOD c'était juste la distribution de films directement par streaming ou par internet. Que là ici Netflix, ils sont petits producteurs, ils produisent du contenu et notamment ils font par exemple 10 milliards de chiffre d'affaires, ils en investissent 6 dans la création de nouveaux contenus qui leur appartiennent exclusivement. C'est un nouveau réseau qui, aux États-Unis, fait un truc qui est un peu exclusif pour eux, parce qu'aux États-Unis, depuis les années 60, je veux pas dire d'annerie, à vérifier, mais depuis les années 60, les Américains ont complètement séparé la distribution de l'exploitation, de la distribution et la production. Les studios ne peuvent plus avoir leur propre réseau de salles, etc. Ça a été le cas autrefois, il y avait les salles Paramount, etc. Aujourd'hui, ça a disparu. En France, c'est le cas. En France, on a Pathé, UGC qui sont producteurs, distributeurs, exploitants, ils couvrent toute la chaîne. Aux États-Unis, du coup, Netflix s'est réapproprié un truc qui avait disparu depuis 50 ans, parce que Netflix a recréé ça. C'est-à-dire que, on l'a bien vu avec un film comme Okja, du coup, ils le produisent, donc ils achètent le scénario, ils le produisent, ils le distribuent sur leur réseau, enfin ils l'exploitent, du coup c'est le même mot, ils le distribuent, exploitent sur leur réseau. Voilà, donc il y a une révolution là-dessus. Et le souci, c'est comment il est possible de faire coexister ce système-là avec le système des salles. Donc on en revient encore à la chronologie des médias, où aux États-Unis c'est pas pareil. Comment il est possible de faire coexister ces systèmes, sachant qu'ils se font forcément concurrence, sachant que c'est beaucoup plus facile pour Netflix de cibler un public grâce à l'immatériel, grâce à la VOD. Ils ont aussi des algorithmes qui permettent de calibrer. C'est ce qu'on disait quand on avait eu le débat sur la VOD. La VOD cible un public différemment. La salle ne bouge pas, la salle est immuable. Il faut que ce soit le spectateur qui se déplace pour aller à la salle, se plie à la programmation de la salle. C'est facile pour nous, on est à Paris et l'offre est énorme. Quand on est en province, quand on habite... Je confirme. Je confirme. Voilà, t'habites où? Voiron, près de Grenoble. Voilà. Et il y a quoi comme cinéma? À Voiron, il y en a 2 qui sont le Passerelle. Et en fait, si je veux voir notamment en termes de cinéma asiatique, je suis obligé de faire le déplacement soit sur Grenoble, soit sur Lyon, dans l'une des 2 salles qu'ils distribuent en fait. Voilà. Et en VO ou en VF? En VO sous-titré. Ouais. Ah, ça va. Voilà. Parce que des fois, on n'a pas trop le choix. Mais c'est toujours le même réseau de salles d'ailleurs qu'ils récupèrent sur Grenoble, qui font souvent en fait les sorties techniques en fait. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les films que les autres salles exploitants ne veulent pas, ils les récupèrent. Donc c'est là en général où je peux voir tous ces films-là. Et voilà, du coup, avec Netflix, on peut cibler un public différent par rapport à la salle, que ce soit donc au niveau régional, on en parlait, mais même au niveau international. Et je vais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, à propos de Bong Joon-ho, c'est que c'est ce qui lui permet de faire un film qui est à moitié tourné en coréen. C'est-à-dire que le même film, même scénario, machin truc, dans une production conventionnelle, qui sortirait en salle, produit par Universal, Paramount, machin qui vous voulez, ne serait pas tourné en coréen. Avec le réseau Netflix, on peut beaucoup plus facilement cibler le public coréen, on peut beaucoup plus facilement cibler un public international avec des sous-titres, etc. Alors qu'il y aurait un rejet où ça se ferait pas, il y aura un truc instinctivement anglais, tourné en anglais. On s'en rend bien compte dans une moindre mesure avec le Scorsese, avec Silence, qui est intégralement tourné en anglais. Bon, c'est une obligation. Et Netflix là-dessus, comme du coup il y a un contrôle, un ciblage beaucoup plus facile du public, ça peut apporter une chose, la VOD, enfin le mode VOD Netflix. Mais est-ce qu'à ce train-là, est-ce qu'au final,
Netflix finira par ouvrir ou en tout cas à racheter des salles de cinéma Ouais. pour diffuser ses propres contenus. Bonne Parce question. qu'ils produisent Bonne autant question. des films que des séries. Donc, Ouais. quitte à diffuser des House of Cards au cinéma, est-ce qu'il y aurait une clientèle? Enfin, est-ce qu'à terme on pourrait en arriver là pour que, en quelque sorte, la situation se calme? À terme, ça pourrait être possible, mais ça poserait des gros problèmes, je pense, en France, avec le CNC, effectivement, qui pourrait peut-être refuser de valider le cinéma en tant que tel. Non, vous êtes une salle de spectacle. Mais c'est Sachant peut-être que c'est peut-être sur le long terme, sachant qu'il c'est pas du tout en plus dans l'Europe. Eux, c'est uniquement la télévision directement aux spectateurs. Tu penses aux séries là du coup uniquement? Les deux, puisque à la base Netflix c'est justement pour concurrencer la salle. D'office ils se présentent comme ça, mais Contrairement est-ce qu'à terme, à Amazon voilà. d'ailleurs, contrairement Voilà. à Amazon, c'est leur politique différente, c'est leur politique un peu binaire, c'est-à-dire que Netflix, comme tu dis, veut concurrencer la salle, alors qu'Amazon, bon, du fait qu'ils font souvent des coproductions avec d'autres studios de cinéma, sont plus dans une optique, va dire, mi-exploitation en salle, mi-plateforme en fait. Même Ouais. leur logo nous amène devant une salle de cinéma. Oui, c'est ça la différence. Après, moi, ma théorie sur les cinémas et Netflix, elle est un peu ubuesque, mais c'est pas grave. C'est que Netflix aurait, moi je trouve ça génial, mais c'est pas dit que ça arrive. Si Netflix doit ouvrir des cinémas, Netflix aurait la possibilité de réinventer la salle de quartier. Je m'explique. C'est un truc qui a disparu en France il y a 20, 30, 40 ans. La salle de quartier, avant, il y en avait tous les 500 mètres des salles. Mais c'était des petites salles de 2 ou 3 salles. Et l'esprit de Netflix, c'est d'avoir une proximité, c'est d'être dans son salon, c'est Netflix and chill, tu vois. C'est pas, entre guillemets, il n'y a pas l'esprit cérémonial qui est on va au cinéma, on va dans un grand cinéma, etc. On fait la queue, il y a plein de gens, c'est une salle à 400 places, etc. Justement, Netflix, c'est le contraire. Et on peut imaginer que Netflix recrée des petits espaces intimes de cinéma qui sont des petites salles. Imagine des petites salles de 2 ou 3 salles dans lesquelles il y a des films du catalogue Netflix qui soient autant des films de là qu'ils ont produits que des films qu'ils ont acquis dans leur catalogue de distribution ou même du patrimoine. On va en parler parce que ils ont le prochain Orson Welles. C'est pas rien, Voilà. sachant que c'est un film, ça fait 10 ans que le Festival de Cannes aimerait bien avoir The Other Side of the Wind en Cannes classique. Bon, je pense qu'il se posera la question pour 2018 parce que le film est prévu pour 2018. Donc voilà, il pourrait réinventer cet esprit de salle de proximité où du coup, il n'y a pas forcément besoin de prendre le transport pour aller au cinéma, il n'y a pas forcément besoin d'aller à Perpète, d'aller sur les Champs-Élysées ou n'importe, d'aller juste à descendre en bas de la rue, aller dans une petite salle, être dans une salle avec 30 ou 40 personnes, machin truc, comme on se faisait autrefois et y aller même sur un coup de tête. Sans payer d'ailleurs, si on est abonné Netflix, on peut imaginer ça, sans payer ou en payant 3 fois rien, ce qui ferait une contre-offre phénoménale à l'heure où on paye 12 balles une place de cinéma. Johan? Non, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. C'est-à-dire, ce qui est marrant, c'est que justement Netflix arrive à récupérer des projets qui étaient voués justement à ne pas se terminer. The Other Side, c'est intéressant parce que il y a quand même une grosse campagne de crowdfunding qui a été lancée par Frank Marshall. Il y avait même plusieurs personnalités de Hollywood, donc les J.J. Abrams, Sofia Coppola, Brad Bird, etc., qui ont milité justement pour que ce film soit terminé. Ils n'y sont même pas arrivés et il a fallu que ce soit Netflix qui débourse le chèque pour dire écoutez, nous on rachète tout et on le termine nous-mêmes. Voilà. Donc justement, on a arrivé un petit peu à la question qui va fâcher donc bientôt tout le monde dans quelques années, c'est que tu parlais de Silence tout à l'heure. L'un des prochains Scorsese, c'est Netflix qui le produit. Ce sera The Irishman, donc avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Donc un film qui est super attendu. Et en fait, à la base, ça devait être Paramount qui devait le coproduire et donc le distribuer. Ils se sont retirés au dernier moment suite à l'échec de Silence. Et c'est Netflix qui est rentré tout de suite dans le jeu, qui ont sorti les billets, le carnet de chèques, et donc qui ont acquis le film. Et donc d'un côté, donc Netflix maintenant se propose comme défenseur, on va dire, des auteurs, puisque il y a beaucoup de réalisateurs qui sont intéressés d'aller chez Netflix, même entre les gros, comment dire, comme Bong Joon-ho ou même Naomi Kawase qui est plus, qui est plus un cinéma d'auteur et moins populaire, mais donc qui sont attirés d'aller chez Netflix parce que Netflix leur garantit, on va dire, un budget suffisant et en plus le final cut, ça veut dire que le réalisateur a le droit de regard jusqu'à la fin du film, jusqu'au montage final, ce qu'ils n'ont plus avec les studios. Ce qui devient une rareté, ouais. Voilà, et que même, là on enregistre cette semaine, on a eu l'annonce de la Warner qui dit on ne veut plus des réalisateurs auteurs qui ont un petit peu leur mot à dire.
Donc est-ce qu'on n'arrive pas au fait que Netflix ce soit maintenant un havre de paix pour tous les auteurs qui ont un petit peu d'idées? Tant qu'ils sont dans une logique d'investissement, oui. Effectivement, avoir Naomi Kawase au catalogue, etc. On investit 6 milliards, 10 milliards par an parce qu'on a des retombées économiques derrière. Pas de souci. À partir du moment où il faudra que l'argent sonnant et trébuchant revienne plus en masse dans les poches, peut-être que la politique changera. Peut-être qu'il faudra cadrer un peu plus les auteurs, leur dire non, peut-être pas ça. Mais jusqu'à nouvel ordre, effectivement, ils sont dans une logique d'enrichissement du catalogue. Donc, comment tu enrichis un catalogue avec des noms, avec des films qui plaisent, qui vont attirer des nouveaux abonnés. Voilà. Que ça marche ou non d'ailleurs, oui. ça fasse des nouveaux abonnements. C'est assez malin, effectivement. C'est comme si tu gérais un multiplex de 10 salles et en fait, sur 5 salles, tu prends des coups sûrs et les 5 autres, tu prends le plus de risques possible. Eux peuvent se le permettre parce que, effectivement, leur algorithme révolutionnaire est censé réfléchir, s'adapter au goût du spectateur, voilà. De l'abonné, du téléspectateur, de l'abonné ou des abonnés, effectivement, quand c'est une famille qui partage. Et donc chacun, effectivement, il y a une forme de curation normalement via cet algorithme. Donc effectivement, tu es fan de cinéma japonais et tu aimes beaucoup les films poétiques. Ah tiens, vous découvrez le nouveau Naomi Kawase. Et effectivement, il est mis en valeur tout de suite, ce qui sera peut-être pas le cas dans certaines salles de cinéma. En fait, ce que je pense, c'est qu'en fait, ils veulent réaliser le rêve qu'avaient eu certains studios indépendants, gros studios indépendants des années 80 qui se sont plantés. C'est-à-dire, je pense notamment à Carolco ou même à Orion Pictures, qui justement avait un peu cette politique-là de récupérer, d'avoir des budgets moyens, de récupérer des auteurs, genre Orion, c'était Paul Verhoeven, Oliver Stone, Woody Allen, etc., et de leur laisser carte blanche. Et après, justement, ils pouvaient justement sortir des Robocop, des Wall Street, etc. à l'appel. Ce qui est plus le cas en fait de nos jours. Donc en fait, il y a aussi un truc qui est intéressant avec Netflix, c'est la réintroduction du budget moyen en fait, qui avait perdu au profit justement des gros budgets ou du budget zéro. Okja, par exemple, c'est 50 millions de dollars. Quoi qu'on pense du film, c'est vrai qu'il est quand même assez solide par rapport à ses ambitions. Il y a même une exigence de fabrication du fait qu'il a un budget moyen qui fait qu'on n'a plus justement dans les grosses productions ou même dans les productions minuscules où justement il faut faire preuve d'inventivité. Mais après là maintenant on a quelque sorte un petit retour de bâton puisque bon la production d'un film c'est quelque chose d'unitaire mais ils produisent également des séries et là on parlait des auteurs et donc on n'a pas eu le renouvellement pour une 3e saison de Sense8. Voilà, de Sense8, donc la série des Wachowski. Donc Wachowski qui ne peuvent plus faire de films au cinéma parce que ça coûte trop cher et ça ne rapporte pas assez parce qu'on ne les soutient pas de base, mais donc ils sont partis chez Netflix pour faire leur œuvre et finalement elle n'est même pas renouvelée puisqu'il n'y a pas suffisamment d'abonnés derrière, donc il y a quand même une logique. Il y a une logique effectivement de business, mais parce que comme tout producteur, un producteur télé, il pourrait être sur HBO. Si Sense8 fait 1 million de spectateurs par épisode, ça aurait été annulé au bout de la première saison. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu la chance de tenir une 2e saison parce que ils avaient un support financier derrière qui s'est dit on va quand même y croire. Ça a été annulé, je pense, 1 semaine ou 2 semaines après l'annonce de l'annulation de The Get Down. Une série à plus de 100 millions de dollars en 2 parties parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir la 2e partie de la saison. De Baz Luhrmann avec en plus. Baz Luhrmann derrière le pilote. La série n'a pas trouvé son public. Ils ont mis 100 millions de dollars sur la table pour un one-shot. Ça n'a pas marché. Bon, on arrête les frais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, par exemple, qu'ils ne retravailleront pas avec Baz Luhrmann s'ils veulent faire une série ou un film chez eux, par exemple, parce que les studios trouvent son projet trop coûteux. Et pareil avec les Wachowski, ils peuvent très bien trouver trouver un arrangement effectivement pour une nouvelle série, ou pourquoi pas pour un film ou une série de films. Je pense qu'en termes artistiques, il y a des relations. Netflix est assez fort pour nouer justement des relations comme le faisaient des studios à une certaine époque avec les artistes, pour surtout ne pas les perdre. Parce que si on est dans une logique de construction de catalogue sur le long terme, il faut ces gens doués justement. Alors à ton avis, qu'est-ce qui vaut le mieux du coup ? Enfin à votre avis d'ailleurs, qu'est-ce qui vaut le mieux ? Donc il faut faire comme Netflix et mettre 100 millions sur la table pour produire 1 ou 2 saisons d'une série de grands auteurs. Du coup, on ne peut pas produire énormément de séries parce que ça représente beaucoup d'argent. Ou est-ce que du coup, il y a l'autre politique qui est la politique d'Amazon qui est assez intéressante, qui est de produire uniquement des pilotes, où ils produisent une quantité de pilotes qui est du coup phénoménale
et la série n'est produite que si le pilote marche. Parce que ça aussi, c'est une autre philosophie qui est intéressante, qui contre du coup la philosophie Netflix qui est plus classique. Là, on produit une saison et on voit si ça marche. Amazon a réintroduit ce truc que pas forcément inintéressant, même s'il y a une forme de frustration, parce qu'il y a plein de séries qui voient pas le jour. Du coup, on sait que Jean-Pierre Jeunet a tourné un truc pour Amazon qui n'a pas donné suite. Il y avait etc. Chris Carter aussi, justement, pour une série. Et du coup, à votre avis, je voudrais savoir, est-ce que Netflix, qui du coup a en fait un modèle plus classique finalement sur les séries, on s'en est bien rendu compte avec l'annulation, parce que pendant un moment on s'est dit c'est génial, ils produisent tout et n'importe quoi, ils ont tellement de fric qu'ils en font n'importe quoi, ils produisent même Marseille, enfin qui fonctionne et poursuivre la saison 2. Parlons-en, on parlera de Marseille, parlons-en. Voilà, c'est ça le problème, c'est que Marseille marche et s'exporte, enfin marche dans d'autres pays à mon avis que la France. Donc la logique économique est respectée. Mais d'ailleurs, c'est un peu la logique qu'il y a justement sur une distribution plus classique, parce que ce qui cartonne le plus dans les films Netflix, c'est les films d'Adam Sandler, c'est les séries type Marseille, mais qui permettent justement de financer par la suite les séries un peu plus ambitieuses comme Sense8, etc. Même si ça a duré encore une fois que 2 saisons. Mais justement, en fait, on retrouve en fait un schéma en final classique dans qu'est-ce qui marche vraiment sur Netflix par rapport à qu'est-ce qu'on aime nous en fait. C'est ça en fait. La différence, c'est qu'on retrouve tout dans le catalogue. Exactement, alors que dans voilà. les salles, il y a, on va avoir beaucoup On de est salles bien qui d'accord. vont diffuser des grosses bouses et on va avoir peu de salles qui vont diffuser le Naomi Kawase, par exemple. Sachant qu'aussi actuellement Netflix, ils louent en quelque sorte les films auprès des distributeurs pour pouvoir les diffuser sur leur Ils sur leur achètent les plateforme. droits comme Voilà. comme on achète des droits télé. Exactement. Mais ils commencent à passer des deals exclusifs. Aux États-Unis justement, maintenant, 7 mois après les sorties, un film Disney est disponible. Rogue One arrive en juillet parce qu'ils ont un accord d'exclusivité pour 10 ans, je crois. D'ailleurs, il me semble que c'est le prochain Edgar Wright, enfin un des prochains projets qu'il a, c'est une coproduction Sony-Netflix. En fait, Netflix serait sur le point de racheter les droits justement. D'accord, droit de distribution d'exploitation. Exactement. Eh ben, dis donc. Voilà. Donc Sony produirait et toucherait un chèque Apparemment, ce serait ça, ouais. de Netflix qui pourrait diffuser le film, etc. C'est et ça. donc Sony toucherait de l'argent, enfin Sony et l'équipe derrière l'équipe du film toucherait régulièrement C'est assez flou, mais apparemment ce serait ça. Voilà. Dernier mot, Marc. Et qu'en est-il de la vidéo physique, le vidéo chez Netflix? Parce que, par exemple, bon, je sais pas forcément comment c'est pour tous les films, mais moi j'attends toujours, il y a toujours pas de sortie vidéo pour un film comme Into the Inferno de Werner Herzog, que Netflix n'a pas produit, mais Netflix a acheté distribué. très tardivement d'ailleurs, parce que je crois que Netflix l'a acheté au festival Telluride, je crois. Et du coup, par exemple, il n'y a toujours pas de sortie vidéo. Moi, c'était mon film préféré de l'année dernière. Et il y a une forme de frustration parce que je ne peux toujours pas le voir en DVD, en Blu-ray, machin truc. Là, on est sur des histoires on est vraiment sur des histoires de droit, enfin de gestion de droit. Si le vendeur qui représente le producteur cède les droits monde à Netflix et qu'il n'y a pas de droits vidéo ou que ça exclut les droits vidéo, mais que les droits vidéo sont bloqués tant que le film est sur Netflix pour X temps, du coup, pas d'édition vidéo. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils connaissent peut-être pas assez ce marché-là. Ça, c'est peut-être une forte possibilité aussi. Donc j'espère qu'on vous a assez éclairé sur Netflix. Donc je pense que Okja va plutôt bien fonctionner sur leur plateforme. Et nous passons tout de suite à notre rubrique hors compétition. Pour notre rubrique hors compétition, je laisse tout d'abord la parole à Stéphanie qui va nous proposer donc un rattrapage pour ceux qui l'auraient loupé en salle de Split de M. Night Shyamalan, donc qui sort en vidéo chez Universal le 27 juin. Exactement, je voulais revenir sur ce film parce que M. Night Shyamalan, c'est un réalisateur qui signifie beaucoup pour moi. C'est un réalisateur qui a été en eau trouble depuis une dizaine d'années, on va dire. C'est joliment dit. Merci. C'est-à-dire que voilà, il a eu beaucoup de succès dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Il a sorti Le Sixième Sens, surtout qui est son film le plus connu probablement, et puis Incassable qui est son film le plus culte, j'imagine. Et puis voilà, il y a eu Le Village, et puis peu à peu, il s'est enfoncé dans des films qui sont devenus de moins en moins intéressant, en tout cas le public était de moins en moins intéressé. Et donc là, il a sorti The Visit l'année dernière ou il y a 2 ans, qui était très intéressant, un petit film d'horreur à petit budget, vraiment je recommande. Et surtout la Split, qui a eu un bon succès me semble-t-il en salle, beaucoup de monde qui est allé le voir, qui est l'histoire
d'un homme atteint de troubles TDI, De troubles dissociatifs de l'identité, qui a 23 personnalités. Il a développé ses personnalités. Voilà, donc on suit le kidnapping par cet homme de 3 jeunes filles. Il les enferme dans un sous-sol et le film va s'orienter autour des tentatives d'évasion de ces 3 jeunes filles et des réactions de cet homme face à elles. Il va adapter tour à tour l'une ou l'autre de ses personnalités en réaction à leur tentative d'évasion. Et voilà, donc c'est un film, c'est difficile d'en parler parce que il faut pas spoiler, Voilà, comme on tous peut les films de révéler beaucoup de Shyamalan. Je peux pas dire grand-chose. Je vais aller un petit peu plus loin dans le scénario. Il y a 2 de ces personnalités qui prennent le dessus et qui sont dans une sorte d'illumination religieuse sur l'avènement d'une certaine bête. On ne sait pas si c'est une 24e personnalité, on ne sait pas si c'est vrai. Et là, on touche à ce qui est l'essence des films de Shyamalan en général, le mélange des genres. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un thriller? Est-ce qu'on est dans un film d'horreur? Parce qu'il y a des codes des deux. Est-ce qu'on est dans autre chose? On flirte avec le surnaturel sans savoir jusqu'à la toute fin si c'est un film surnaturel ou non. Et on avait le cas avec Le Village, on avait le cas avec Le Sixième Sens, on avait le cas aussi avec Signe. Et donc, c'est un film qui s'inscrit très naturellement dans la filmographie de Shyamalan. C'est pas son meilleur film. Mhm. Mais c'est peut-être le film qui va donner un second souffle en fait à sa carrière pour plein de raisons. Je me dois de cacher la plupart de ces raisons, mais c'est un film très intéressant à voir. C'est aussi un très beau cadeau à ces fans de la première heure. Et donc je recommande chaudement ce film. Je recommande également bien sûr le début de sa filmographie. C'est bien de se faire une petite culture Shyamalan. Shyamalan-esque. Avant de voir ce film. Mais voilà, c'est un film assez marquant cette année, j'ai trouvé. Voilà, donc Split de M. Night Shyamalan, donc sorti en vidéo chez Universal le 27 juin. Je te passe la parole, Johan. On va repasser au cinéma pour Creepy de Kiyoshi Kurosawa, qui est sorti donc le 14 juin dans les salles. C'est ça, distribué par Eurozoom dans quelques salles en province et sur Paris. Alors c'est une grosse année pour Kiyoshi Kurosawa, notamment en France, parce que 3 de ses films ont été distribués chez nous. Donc on a eu droit à sa parenthèse française, Le Secret de la Chambre Noire, en début d'année. À Cannes, on a eu droit, Avant que nous disparaissions, Before We Vanish, son film de Body Snatchers, qu'il a réalisé après le film dont je vais parler, qui est Creepy, qui a été tourné juste avant, en back-to-back, comme on dit, c'est-à-dire les films Creepy et Before We Vanish ont été tournés quasiment coup sur coup. D'ailleurs, on retrouve dans les 2 cas des seconds rôles et des décors identiques dans les 2 films, mais éclairés différemment, pour changer l'ambiance. Et donc celui-là, en fait, c'est un cas intéressant parce que, un peu comme Shyamalan, il a eu une période, on va dire, d'eau trouble, on pourrait dire ça comme ça, on va dire au milieu des années 2000, avant de revenir sur le devant de la scène d'un point de vue artistique avec Tokyo Sonata en 2008, qui a marqué en fait un renouveau de sa filmographie. Et donc il a décidé de réaborder en fait tous les genres qu'il affectionnait, notamment la science-fiction, le thriller, le film d'horreur, etc. Surtout à travers des love stories et principalement du mélodrame. Et là, Creepy, c'est plus thriller. Et là, pour le coup, il est revenu à un genre qu'il avait beaucoup réussi au début de sa carrière avec Cure, qui est donc le thriller à tendance horrifique. Et là, en fait, donc pareil, je ne peux pas trop en révéler comme pour Split, parce que il y a, on va dire, beaucoup de rebondissements, notamment dans la dernière partie. Et je pense que moins on en sait, mieux ça vaut pour ce qu'on finit par ressentir à la fin. Mais en gros, pour faire simple, ça part sur le principe d'une enquête sur un tueur en série, sur un inspecteur qui n'a pas réussi à empêcher justement un de ses collègues de se suicider. Et après, à partir de ce postulat-là, en fait, il déménage pour changer de vie. Très classique, encore une fois, dans le code du polar ou du film noir. Et en fait, il se retrouve à se poser des questions sur un meurtre qu'il n'a pas élucidé, et notamment sur son voisin d'en face, et savoir s'il est justement coupable ou non, en fait. Donc là, à partir de là, je n'en dis pas plus, si ce n'est qu'en fait, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était qu'en fait, à partir d'un genre qui est devenu ultra gavaudé, c'est-à-dire le film de tueur en série, c'est qu'il l'avait réinvesti totalement d'une manière, à travers une approche qui est ultra minimaliste, puisque une grosse partie de l'intrigue se déroule quasiment entre ces 2 maisons, bien qu'on soit amené à aller dans son bureau, etc. Et encore une fois, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la mise en scène très old school. C'est-à-dire, c'est un des derniers, je pense, depuis Carpenter a pris sa retraite, qui fait du fantastique ou du suspense avec, entre guillemets, rien. C'est-à-dire juste le cadre, le cinémascope, l'utilisation de la lumière, et c'est tout.
Et en fait, donc j'en dirai pas plus, si ce n'est qu'il est intéressant de voir Creepy et Before You Vanish comme les deux opposés, l'un étant dans son final extrêmement noir et l'autre étant extrêmement optimiste, dans deux genres totalement différents. Voilà. Donc si vous êtes fan de Kiyoshi Kurosawa ou même par curiosité, je vous le recommande vivement. Donc, Creepy de Kiyoshi Kurosawa qui est sorti dans nos salles le 14 juin. On va aller un peu plus loin, donc au mois de juillet, pour un film le plus attendu. Bon, c'est pas Valérian, mais c'est Baby Driver de Edgar Wright qui fait déjà beaucoup parler de lui. Et donc, Oui. c'est ton coup de cœur pour cet été? Bah oui, haut la main. J'espère que Sony le distribuera mieux que ce pauvre Kurosawa avec Creepy. Mais pour vous faire un résumé rapide, le Baby Driver, c'est Baby. Il est chauffeur pour des braquages. On comprend très vite qu'il est un peu à la solde d'un magnat du crime très discret, incarné par Kevin Spacey, auprès duquel il est endetté, et donc il fait pas ça par gaieté de cœur. Autrement, c'est un type qui écoute tout le temps de la musique, parce qu'il souffre d'acouphènes, et que c'est comme ça qu'il arrive à étouffer le bruit. Au sein de ce récit où on va suivre différents braquages, toujours avec des équipes différentes, puisque c'est la politique de Spacey justement de ne jamais reformer les mêmes équipes, Baby rencontre une jeune serveuse qui s'appelle Deborah, et donc ils vont échanger sur la musique, et il va vite tomber amoureux. Voilà. Et j'en dirai pas plus, parce que c'est un film où il y a quand même beaucoup de rebondissements et où le ton change de façon très surprenante, même au sein du cinéma de ce que nous a habitués à faire Wright. Et j'adore parce que ce qui me plaît dans le cinéma de Wright, c'est qu'il a horreur du plan vide, du plan de transition inutile, et qu'il faut toujours qu'il y ait une idée dans le montage, dans la narration et dans la mise en scène. Et là, c'est un festival. On est sur une comédie, quasiment une comédie musicale de braquage. C'est un heist musical. C'est-à-dire que chaque braquage est vraiment mis en scène sur un morceau de musique. Je trouve qu'il y a un humour, il y a un ton, il y a des personnages qui existent à l'écran, tout en gardant son espèce de petite naïveté, son innocence adolescente qu'on retrouvait justement dans Scott Pilgrim. Et si Scott Pilgrim c'était une déclaration d'amour au cinéma et aux jeux vidéo, et bien là c'est une déclaration d'amour au cinéma et à la musique, et à un sous-genre du polar en fait. Voilà, c'est ça. Ça pourrait aller vers du Bullitt, ou c'est un film qui existe par lui-même, qui est, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est un film fun effectivement, qui veut pas se prendre la tête, mais qui est plus fun qu'un blockbuster de super-héros, qui est plus écrit, qui est plus mis en scène, où il y a vraiment du cinéma, il y a un plaisir qui se communique. Et il y a toujours cette sincérité de Wright, cette simplicité qui moi me touche beaucoup. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il fait des films, et on a toujours l'impression qu'il s'amuse vraiment. Et qu'il embarque le spectateur avec lui. Ok, donc voilà. Baby Driver d'Edgar Wright qui sortira le 19 juillet, donc à ne pas manquer, puisque c'est sûrement l'un des meilleurs films qui sortira cet été, et même sûrement de cette année. Donc en dernier conseil, nous, c'est plutôt une ressortie qui vaut le détour. C'est un 25e anniversaire pour Impitoyable de Clint Eastwood. Voilà, donc 25e anniversaire, Impitoyable Impitoyable de Clint Eastwood ressort en salle en version restaurée 4K, il ressort aussi en vidéo. C'est un film qui est extrêmement important dans la carrière de Clint Eastwood, parce que c'est le film qui lui a permis d'être, pour la Warner, l'auteur absolu de leur studio, ce qu'il était partiellement avant, mais c'était un petit peu compliqué parce que la politique de Clint Eastwood pendant 20 ans, ça a toujours été de faire un film pour lui, un film pour la Warner, ou Universal quand il a collaboré avec Universal sur 7 ou 8 films. Et donc Impitoyable, ça a été la consécration, la pluie d'Oscar, machin truc, un grand succès commercial. Et c'est l'époque où, de Impitoyable jusqu'à aujourd'hui encore, il a désormais une liberté créatrice totale dans les films qu'il fait grâce à Impitoyable, ce qui est du coup un paradoxe par rapport à ce que la Warner annonce quand ils veulent plus collaborer. Bon, évidemment, Clint Eastwood c'est un peu différent parce qu'il travaille dans des budgets moindres, mais c'est quand même un paradoxe que la Warner, qui a été le studio des auteurs et dont Eastwood est l'exemple parfait, renonce finalement à cette politique des auteurs qui a fait leur succès. Bref, Impitoyable, c'est l'histoire de William Munny, qui est un tueur repenti. William Munny, pour la petite anecdote, c'était l'un des alias de Billy the Kid.
Historiquement, ça correspond pas en termes de date, mais c'est assez intéressant comme anecdote. Et qui vit misérablement alors que sa femme est décédée, avec 2 enfants, qui n'arrivent plus à s'en sortir et qui accepte une dernière prime pour aller débusquer 2 cow-boys qui ont défiguré des prostituées lors d'une passe qui s'est mal passée, et donc pour aller les tuer alors que le gage a été commandité par les autres filles, les autres prostituées. Et donc c'est toute une quête non pas une quête initiatique d'ailleurs, c'est toute une quête terminatrice presque que traverse le personnage d'Eastwood, aux côtés de Morgan Freeman qui fait un de ses amis qui est aussi un ancien tueur, faisant face à Gene Hackman qui est le shérif de la ville dans laquelle ils vont régler leur compte. Et c'est un film qui est un des plus ambigus sur la nature du western, sur la nature de ces personnages, sur la lisière entre bien et mal qui ici n'est absolument pas définie. Impitoyable, c'est la jonction parfaite, c'est le chaînon manquant parfait entre Sergio Leone, John Ford et Sam Peckinpah. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, quand même les apparences étaient trompeuses, il y a toujours eu du John Ford chez Sam Peckinpah, il y a toujours eu du Sergio Leone chez Sam Peckinpah ou d'autres combinaisons comme ça, mais il y a tout en même temps dans Impitoyable. Parce que il y a d'un côté ce côté l'Ouest avec ses grands principes, cette mythologie westernienne que épouse complètement Eastwood, et Eastwood s'est toujours revendiqué très fordien. De l'autre côté, il y a cet esprit complètement noir, complètement désillusionné, de dire voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est comme dans La Horde Sauvage, comme dans La Horde Sauvage d'ailleurs, c'est un film avec des vieux cowboys, c'est un film avec d'un Eastwood qui n'arrive plus à monter à cheval comme Robert Ryan dans La Horde Sauvage. Et enfin, il y a le côté Sergio Leone avec toute la dimension iconique qui d'un côté est remise en scène par Eastwood pour mieux la déconstruire aussi, parce qu'évidemment il amuse à se rendre lui-même pathétique, à se mettre en position de faiblesse. Il y a un passage très fort où il se fait mettre lui à tabac, où il fait passer à tabac Richard Harris qui incarne English Bob, qui est un autre tueur en série très dangereux, etc. Donc immense tueur à gage, décidément. Donc immense film de Clint Eastwood, immense western atmosphérique, crépusculaire. Quand je l'ai revu en salle, c'était à Cannes. J'ai vu la version restaurée à Cannes. Donc il y a déjà un Blu-ray qui existe de Impitoyable qui n'est pas la version 4K. Donc voilà. Si jamais vous voulez le prendre en vidéo, faites attention. Il y a 2 Blu-ray différents. La précédente version est correcte mais pas fantastique. La version 4K est phénoménale. Et ce qui m'a vraiment marqué dans la version 4K, c'est la gestion atmosphérique que fait Eastwood dans le son, dans la musique, etc. Alors on a toujours remarqué la musique dans Impitoyable, la fameuse petite guitare de Lenny Neos et que a co-composé, je crois, Clint Eastwood. Mais là, Impitoyable, c'est un grand western d'atmosphère extrêmement malsaine, dans toutes ces scènes avec Gene Hackman, qui est pour moi un des personnages les plus ambigus du western, parce qu'il aurait pu être le héros d'Impitoyable, parce que ça reste le shérif, comme le dit Eastwood, il a le côté de la loi. Techniquement, c'est Gene Hackman d'ailleurs qui a raison dans le film, puisque Eastwood est un tueur, Eastwood est hors la loi, et voilà, c'est un film qui encore aujourd'hui a une résonance formidable, et voyez-le, revoyez-le. Moi, je me fais une joie de le revoir à chaque fois, je le réévalue encore à la hausse, à chaque fois, je me dis quelle modernité, et c'est le western qui a enterré le genre, parce que finalement, quand même, il y a eu de formidables efforts dans le western depuis, il y a eu The Homesman, il y a eu Open Range, etc. Le western, moi j'aime à dire qu'il s'est jamais remis d'Impitoyable, parce qu'on n'a jamais franchi un pas supérieur à Impitoyable. Tous les westerns qui sont sortis depuis sont restés soit des extensions, soit des commentaires d'Impitoyable, jusqu'à même un remake pérave avec Ken Watanabe au Japon. Donc voilà. Donc 25e anniversaire d'Impitoyable, donc ressorti chez Warner Home Video et aussi en salle, donc et aussi donc en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Et on vous invite également à revoir notre émission Festival Bon Film sur Sully et l'énigme Clint Eastwood. Justement, on a tout un débat qui revient sur la carrière de Clint Eastwood. Donc merci à vous d'avoir participé à cette émission. Donc on vous le rappelle évidemment de voir Okja de Bong Joon-ho, donc sur Netflix depuis le 28 mai 2017. Donc Stéphanie, on te retrouve sur La Filmosaure, Michael, Les Fils du Cinéma, Johan, Furiosa. Et donc évidemment grand merci au Gaumont Les Fauvettes de nous avoir accueillis encore une fois. Donc évidemment abonnez-vous sur YouTube, écoutez-nous sur Mixcloud, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, notez-nous sur Sens Critique et évidemment rendez-vous sur notre site officiel festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Donc que ce soit au cinéma ou même sur Netflix, aller voir des films c'est bien mais en voir des bons c'est mieux. Voilà, au revoir et rendez-vous à la prochaine émission.